directement à la prochaine présentation, qui est présentée par Hélène Sévy et Gabriel Avenir, qui sont avec nous en ligne. Le titre de la présentation est le mot d'ordre, c'est le bricolage, approche auto-théorique des crises d'un studio de jeux vidéo indépendant. Merci de vous joindre à nous. Je pense que vous êtes... Les deux sont déjà là sur Zoom. Oui, je vois bien. Oui. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose juste pour s'assurer que ça marche de votre Oui, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. Parfait. Oui. Gabriel, non, par contre. C'est bon. Est-ce que vous avez quelque chose à partager avec Là, nous? ça marche. Oui, c'est bon. Oui, on a un PowerPoint. Fantastique. Je m'en occupe. J'arrive. Super, merci beaucoup. Alors, hop. Est-ce que j'ai les autorisations? Partager. Hop. Et derrière pour vous, avant que vous commencez, est-ce que vous voulez un rappel de temps de français? Oui, je pense. Je vais vous gesticuler ça là, quand il me reste genre 3 minutes. C'est bon? Juste, est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui. Miracle, parfait. Impeccable. Déjà, je pense qu'on voulait commencer par vraiment remercier le comité d'organisation, mais aussi vous remercier de nous écouter en ligne. On est toutes les deux au courant que c'est pas facile de suivre une présentation en ligne et on est vraiment désolé de nous adresser à vous comme ça, mais c'était une occasion qu'on ne pouvait pas manquer et pendant longtemps, on a cru qu'on pourrait être parmi vous sur place. Donc voilà. Ce dont on va vous parler aujourd'hui va résonner, j'espère, avec la présentation qu'on a entendue, parce qu'il s'agit de traiter comment est-ce qu'on travaille en équipe dans les moments de crise plus particulièrement. La production de jeux vidéo nous semble particulièrement vulnérable en raison de sa position marginale au sein de la sphère culturelle élargie, notamment dans les pays comme la France, où les champs culturels sont fortement structurés par l'intervention de l'État, et Marion Coville l'avait déjà noté en 2013. La précarité de la production des jeux vidéo se remarque de plus en plus dans des récits de licenciements massifs, dans les annonces de fermeture de studios, qu'ils soient dans les grandes entreprises ou qu'ils soient indépendants. Et là, on pense aux travaux de Keogh, mais aussi dans les récits des carrières fragmentées des professionnels. Et il y a une étude par Termination et Zaban sur la question, mais aussi dans les modes d'organisation du travail, et on en a eu un très bel exemple, à mon avis, dans la présentation précédente, et aussi face à des enjeux de diversité et d'inclusion. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est assez traité, et nous, ce qu'on cherche à mettre en lumière dans cette communication, c'est comment est-ce que les moments de crise se vivent collectivement et individuellement au sein d'un studio. Et il s'appuie sur l'analyse du développement d'une entreprise qui s'appelle The Seed Crew depuis sa création donc en tant que studio de jeux vidéo en 2019 jusqu'à son changement d'orientation en 2024 en tant que entreprise à mission qui accompagne les organisations sur les sujets de diversité et d'inclusion. Donc, il s'agit d'étudier comment la situation économique précaire influence le processus de production. En ce sens, et j'en ai déjà cité, notre étude s'appuie ou répond aux Game Production Studies en retraçant les interactions entre un contexte financier et puis un processus créatif collectif, et puis les conditions de travail aussi de la douzaine d'employés du studio pour faire face à l'incertitude qui sont mêlées aux différentes stratégies individuelles. La communication présente donc des données recueillies au sein du studio The Seed Crew par les deux autrices, donc Gabrielle et moi. Et on y a travaillé en tant que sociologue pour Gabrielle et pour moi en tant qu'artiste-chercheuse.
La recherche s'appuie donc sur un corpus de documents produits au sein du studio, donc des plannings de production, des demandes de subvention, des documents de design, des documents publicitaires aussi, mais aussi sur des interviews de certains fondateurs de l'entreprise et certains anciens ou anciennes membres de l'équipe. Et vous verrez aussi quelques vignettes ethnographiques qui donnent à voir des moments qui ont été sélectionnés rétrospectivement et qui permettent de faire des ponts avec des éléments théoriques et conceptuels. Et elles ont été rédigées en automne 2024 en s'appuyant sur le matériel précédemment cité et sur des souvenirs. En fait, on emploie une combinaison de méthodologies qui sont vraiment centrées sur les expériences vécues. Donc, toute notre approche s'inspire beaucoup de l'autothéorie telle qu'elle a été définie par Fournier, qui va mêler autobiographie et théorie critique pour construire un savoir situé qui va légitimer les expériences individuelles, physiques et aussi émotionnelles dans le processus de production de connaissances. Mais on va aussi s'appuyer sur les méthodes de recherche-création et puis sur l'auto-ethnographie collective et organisationnelle qui va permettre, elle, de saisir les interactions entre les membres du studio tout au long des crises qui ont rythmé l'existence du studio, parce que vous verrez, il n'y en a pas qu'une, il y a des crises créatives, économiques, commerciales, de communication, etc. En fait, ce qu'on vous propose, c'est quelque chose comme un récit de pratique qui va faire le récit d'une trajectoire d'un studio français de ses débuts à sa dissolution partielle, et on va le faire en 4 grandes parties qui sont 4 parties chronologiques. Vous verrez, le récit reste un peu chaotique et on a décidé de le laisser comme ça parce que cette expérience chaotique du travail dans une industrie culturelle, ça nous semblait aussi intéressant de vous le présenter comme ça aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de ces 4 grands moments. Donc, on va vous les donner tout de suite pour que vous ayez le fil du récit. D'abord, il y a le moment de la fondation et qui correspond aussi à un questionnement sur le choix du produit qui va être mis en avant, donc les jeux sérieux. Ensuite, il y a un moment de diversification des produits et des modèles économiques face à des tensions de financement. Il y a un troisième grand moment qui est le tournant vers le jeu grand public avec tous les risques qu'il pose. Et puis, on vous donne un peu la fin, on divulgage un peu, mais la dernière partie, c'est sur l'effondrement du studio, son asphyxie et le licenciement d'Hélène et moi. Voilà. Donc, cette première partie, elle va être consacrée à la question du choix, notamment du produit, mais aussi du mode de fonctionnement. Alors, vous noterez qu'on parle de serious game parfois, de jeux sérieux parfois, mais c'est un studio français qui donc fait naturellement un usage énorme de l'anglais dans les termes. C'est toute une discussion qu'on a d'ailleurs eue en interne. Et donc là, vous allez voir qu'on va jongler entre les deux selon qu'on répercute les positions internes au studio qui emploient ce mot-là, ou nous, on parle en tant que chercheuse. Donc, déjà, il y a une chose très frappante comme stratégie de réaction à la précarité, c'est la place qui est donnée à la recherche dans le studio. Parce qu'en fait, la première employée du studio, c'est Hélène. Et pourquoi? Parce qu'Hélène est chercheuse. Et ça correspond à quelque chose qui est typique, mais pas exclusif du contexte national du studio, qui est la forte présence de l'État, notamment dans le soutien et le financement à la recherche. Il existait, il a disparu il y a quelques semaines dans ces temps de précarité budgétaire nationale, un dispositif qui s'appelle le dispositif Jeune Docteur, qui permet aux entreprises d'embaucher des gens moins de quelques années après leur soutenance de thèse. Tous leurs salaires et les frais de fonctionnement sont multipliés par 2 dans le calcul des dépenses de recherche, lesquelles sont remboursées par l'État, ce qui fait qu'on a des employés gratuits et très qualifiés pendant jusqu'à 2 ans. Et en fait, ça avait du sens pour le studio qui avait besoin de personnes, mais aussi d'un personnel très qualifié qui répondait à des ambitions d'exploration, de production de contenu qui a du sens, qui soit fondé sur des contenus scientifiques, et aussi sur quelqu'un qui puisse être polyvalent, parce qu'Hélène était à la fois narrative designer et chercheuse dans le studio. Donc ça, c'est une première trace de ce que Celia Pierce remarque aussi sur l'interpénétration du champ scientifique et du secteur des jeux indépendants, où en fait les gens circulent constamment de l'un à l'autre. Et là, c'est un exemple assez intense. Alors, autre chose qui est frappante dans les débuts du studio, qui répond à un contexte particulier et qui affecte la production, c'est le partage des tâches et des responsabilités. Il y a une volonté d'organisation horizontale qui est typique de l'éthos des studios indépendants.
et puis qui va avoir un effet fort sur le travail des gens, puisqu'on se retrouve tous et toutes à participer à des degrés différents au travail des autres. Et ça va amener parfois des crises de communication, typiquement parce que, par exemple, la directrice artistique soumet tous ses travaux à tout le monde, et donc tout le monde a une opinion et même amené à la formuler. Et puis ça renvoie aussi à ce que Jennifer Whitson et ses collègues décrivent quand ils parlent de la fin du producteur, l'effacement du rôle formel du producteur dans les studios indépendants, à la fois pour des raisons pratiques et positionnement politique, mais qui amène en fait tout le monde à prendre une part du travail bien au-delà de ses qualifications ou même de ses envies. Et puis évidemment, il y a la question du choix du jeu sérieux comme produit. Alors là, ce qui est frappant, c'est que c'est un studio qui fait un choix particulier, il répond pas à des commandes. En fait, il pense à un jeu destiné à promouvoir l'inclusion et la diversité en entreprise et sensibiliser aux enjeux de discrimination en entreprise pour ensuite espérer le vendre à des entreprises ou à des institutions. Donc ça, c'est un choix qui n'a pas payé, hein, on le verra, mais qui amène aussi à s'approprier cette catégorie compliquée de jeux sérieux qui, en fait, donc nous, on a fait un travail en interne avec l'équipe, est très peu aimé par les créateurs et créatrices qui se retrouvent à fabriquer des produits dont la catégorie même les gêne en tant que créateurs et créatrices. Ça, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est une position inconfortable dans la production qui peut amener des tensions et qui elle-même un reflet de stratégie économique d'adaptation à la précarité. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est connu, mais on en a des beaux exemples. Le contexte économique, les choix de modèles vont affecter la production, la création même du jeu. Et en fait, la caractéristique de Recover, le principal jeu du studio, c'est qu'il se veut non moralisant. Il se veut vraiment un espace de discussion et de sensibilisation aux questions de discrimination. Sauf qu'en fait, comme il est acheté par des entreprises qui veulent le transformer en module de formation que les employés peuvent rater ou réussir, il y a eu des pressions pour intégrer des éléments quantitatifs, donc des scores. Et donc, c'est le bouton flag, hein, vous avez le petit point d'exclamation que vous voyez en bas de l'écran, qui est destiné à pouvoir compter le nombre de fois où les employés cliquent et donc repèrent des situations de discrimination, des situations oppressives. Donc là, on a vraiment une interaction directe entre contexte économique et design. Je regarde là rapidement, tout va bien. Ensuite, on arrive à une deuxième période où en fait la production du jeu principal, Recover, tire un peu, demande beaucoup de ressources, apporte en fait assez peu de revenus puisque c'est un modèle très coûteux, il faut aller le déployer en entreprise, donc il faut mobiliser des gens du studio pendant une demi-journée et une journée pour des tarifs très très bas. Donc, tentative d'aller chercher d'autres manières de se financer et aussi d'autres produits vidéoludiques. Alors, on est dans un contexte de saturation du marché commercial, du jeu vidéo en général, du jeu indépendant et du jeu sérieux. C'est vraiment une conjoncture assez particulière et c'est quelque chose qu'analyse notamment Nadav Lipkin. Donc, on ne va pas vous en parler trop, mais c'est un élément de contexte à avoir en tête pour comprendre ce qui se passe ensuite. Donc, le choix qui est fait, et on en avait des traces en fait dans la communication précédente, c'est un classique, un truc de studio classique où on va en fait faire du travail sur commande. Et puis pour des studios qui cherchent à développer des spin-offs, des suites, enfin bref, toutes sortes de stratégies qui permettent de fonctionner, de faire rentrer assez rapidement de l'argent. Et donc, une logique de sous-traitance s'est adoptée au sein du studio. Donc, il y a 3 gros exemples. Donc là, on vous en a mis une parce qu'on n'a pas réussi à retrouver la facture, ce qui est assez parlant, mais nous avons fait de la consultance, Hélène et moi, dans une entreprise qui essaie de construire un dispositif numérique sur le bien-être au travail. Là aussi, il y aurait beaucoup à en dire. Il y a un jeu qui a été, pour le coup, fait en réponse à un appel à projet qui s'appelle Alix et Yanis, la disparition d'Albert le hamster, et que vous pouvez tester puisque le comité d'organisation de la conférence a eu la gentillesse de le mettre en place pour nous. Et puis, on a eu par ailleurs un autre projet sur le burn-out en partenariat, mais qui n'a jamais abouti. Il réapparaîtra plus tard. Je fais ce que je peux pour ménager du suspense. Donc là, on est vraiment dans une position où on est des créatives intégrés, un tentative de traduction approximative de Embedded Creatives, la notion de Cunningham. Et en fait, on passe notre temps à changer de secteur, à passer des frontières très poreuses en fait du milieu du jeu vidéo pour aller produire pour d'autres ou sur commande en partenariat des tas d'objets. Tout ça, ça nous éloigne beaucoup de la légende dorée des créateurs de jeux vidéo, quelque chose que là aussi souligne Marion Coville. On a cette idée que les créateurs et créatrices sont des artistes fondamentalement, y compris du côté du design ou du développement, mais il y a un côté inspiré et génial. Là, on est vraiment dans un boulot de petites mains qui, on l'a vu tout à l'heure, en plus est réparti dans le studio approximativement en fonction des contacts ou des compétences des uns et des autres, des unes et des autres.
tout ça nous amène dans une situation particulière qui est une temporalité particulière à ce genre de contexte, elle-même porteuse de crise, mais aussi de satisfaction. On est dans une gestion constante de l'urgence. On est sur plein de projets et chacun est distribué sur des projets. Et certaines personnes, comme Hélène, se retrouvent à porter seules des projets très lucratifs pour l'entreprise. Donc là, vous avez à l'écran quelque chose de fait par Hélène pour un colloque sur la recherche-création, qui est une visualisation avec le calendrier. Donc le code couleur, c'est qu'en bleu, c'est les moments de la création vidéoludique. En jaune, les moments de la recherche. En marron, c'est l'enseignement. En rouge, ce sont les contraintes temporelles de la recherche. Et en violet, les contraintes temporelles de la production. Donc, vous voyez bien ce que ça génère comme atmosphère assez chaotique. Et alors là, bon, évidemment, on pense à la question du crunch, qui est quelque chose de très étudié dans le jeu vidéo. Je vais aller beaucoup plus vite. Mais on voudrait aussi revenir sur ce qui est soulevé par Caroline Pelletier, sur le fait que cette politique du temps contraint, elle a une dimension d'aliénation, hein, mais elle a aussi une dimension de créativité, d'ouverture de possibilités pour les travailleurs et travailleuses. Et puis, il y a tous ces efforts pour minimiser l'effort qu'on met dans la création pour pouvoir faire le plus de projets possible et les amener le plus vite possible sur le marché de manière à faire survivre l'entreprise. Donc, on a affaire à des stratégies de soutenabilité. On a un verbatim d'une réunion où la directrice artistique a fait un prototype et dit « mais il ne faut pas s'y attacher ». Et quelqu'un d'autre qui est en position de décision dans le studio dit « si la première idée est la bonne, sous-entendu, on n'a pas du tout le luxe de se permettre d'avoir plein d'idées pour au final choisir. Si la première idée est la bonne, on part avec ». Ensuite, troisième temps, et là aussi je vais aller très très vite, le tournant vers le jeu grand public. En fait, tout ça, ça naît de la situation précédente qui était épuisante pour tout le monde et où le design commence à prendre une place marginale dans les activités du studio, qui se retrouve à faire beaucoup d'administratif, de commercialisation ou juste de gestion. Alors, il y a cette envie de faire un jeu et de dire on sort du jeu sérieux, le jeu sérieux c'est pesant pour tout le monde, on va faire un jeu grand public. Et donc, c'est un moment de libération, mais aussi quelque chose qui va amener à prendre des décisions compliquées économiquement, puisque c'est un jeu sur lequel on passe 6 mois sans aucune perspective de financement. C'est un point qui reviendra plus tard. Donc, ça, c'est aussi des moments de satisfaction, des moments où l'équipe est particulièrement peu en crise, en fait. Mais ce qui arrive, c'est qu'il va bien falloir payer les salaires. Donc, on se retrouve à mobiliser le CNC. Et là, c'est particulier au contexte français, mais le contexte français n'est pas du tout le seul dans lequel l'État soutient et intervient dans l'économie du jeu vidéo. Donc, le CNC, c'est quoi? C'est le Centre national du cinéma qui est fondé en France juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est un mastodonte du financement public qui était à l'origine conçu pour concurrencer Hollywood. Le jeu vidéo a réussi à s'y rattacher dans les années 2000 à la recherche d'une certaine stabilité financière par le biais des subventions. Ils ont des dispositifs pour soutenir la production et la pré-production. On candidate, on passe beaucoup de temps là-dessus, et à la dernière minute, ça ne passe pas. Donc, on se retrouve dans une situation dans laquelle le studio a tenté plein de choses, il n'y a pas grand-chose qui est lucratif, en tout cas pas assez pour payer les salaires, et le modèle qui s'appuie sur l'intervention de l'État, les appels à projets de la Caisse des dépôts, les financements du CNC, ça commence à devenir de moins en moins accessible. Donc, on arrive à l'asphyxie, et là aussi, je pense que je vais jeter beaucoup de pistes, on verra ensemble ce qui paraît le plus pertinent, mais c'est là qu'on rentre vraiment dans la matérialité de la crise. Le studio s'effondre. On reçoit un coup de téléphone nous expliquant qu'il n'y a plus d'argent pour payer les salaires. Et en fait, ce qui nous a beaucoup interrogés, toutes les deux, donc en tant qu'employés, mais aussi en tant... collectivement, on est employés, mais il y a beaucoup de personnes qui étaient en fait dans des syndicats. On est chercheuse, on est sensible à la question de la précarité dans les industries culturelles. On est par ailleurs précaire dans le monde académique depuis entre 10 et 15 ans. Donc, forcément, on s'est posé la question, mais pourquoi tout le monde a fait le choix de rester sans salaire? Comment ça s'explique autrement que par l'aliénation et l'oppression? Parce que ce sont évidemment des dimensions qu'on a en tête. Il y a déjà quelque chose qui est typique du jeu vidéo et du jeu vidéo indépendant, c'est l'envie de continuer à créer ensemble, qui prime sur énormément d'autres considérations. Et ça, c'est quelque chose que relève explicitement Jennifer Whitson et ses collègues, mais qu'on trouve dans beaucoup d'ethnographies de studio. Il y a aussi le fait qu'on est tous et toutes très socialisés à la crise. Beaucoup de gens du studio ont l'expérience de passer d'un studio qui s'effondre à un autre studio qui s'effondre, à un autre studio qui s'effondre. C'est une forme de normalité, c'est quelque chose que relèvent Vinciane Zaban et Ovic Termination. Les carrières dans le jeu vidéo sont rythmées par les crises, donc c'est pas qu'elles sont particulièrement bien vécues, mais elles ne sont pas surprenantes et pas choquantes.
Alors là, on en arrive à un point sur lequel je vais être obligée de passer vite, mais qui est assez fascinant. C'est l'autre manière de réagir. C'est pas seulement de rester malgré tout, c'est aussi de trouver des solutions, des choses qu'on peut produire très très vite en comptant sur ce qu'on a dans le studio. Reprendre le projet du burn-out qui avait été abandonné, développer un visual novel parce qu'il s'avère qu'on a une narrative designer qui est capable de faire un jeu en une semaine. On a même envisagé la perspective d'un jeu vidéo pornographique. J'ai été chargée de l'étude de marché. Je serais ravie d'en parler parce que en termes de tentative de survie de studio, c'est assez frappant comme exemple. Rien de tout ça n'aboutit parce qu'en fait, rien de tout ça ne permettrait d'avoir des sous suffisamment rapidement. Donc, on arrive vraiment au moment de l'effondrement du départ et donc des choix, des moments où on doit décider dans quelles conditions on part. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de dialogue entre les employés pour savoir qui part dans quelles conditions. On a des postes très interdépendants. Certains peuvent rester à condition que d'autres partent. Certains peuvent rester en freelance. Certains acceptent de renoncer ou de transformer une partie de leur manque à gagner en prime. Il y a des gens qui ont du matériel du studio. Il y a des gens qui sont actionnaires du studio. Donc, on finit en fait par vraiment avoir ce côté toujours horizontal, y compris dans le licenciement, de prise de décision, dont pour le coup, nos patrons sont exclus. Ça évoque quelque chose que Bulut appelle la démocratisation de la précarité, c'est-à-dire que tout le monde, indépendamment du niveau du poste plus ou moins senior ou plus ou moins profitable, se retrouve un peu dans la même situation parce que dans le jeu vidéo, tout le monde est frappé pareil. Et puis, il y a des facteurs légaux qu'on finit par négocier parce qu'il y a toute une zone grise, il y a des dispositifs différents par rapport au chômage, on peut être licencié économique, mais on peut aussi être en rupture conventionnelle. Donc, on fait un petit peu collectivement nos prises de décision autour de ça, ce qui nous redonne un petit peu de contrôle sur la situation, quoi qu'elle soit en crise. Et puis, là, je ne vais pas développer, mais c'est ce que disait Hélène, le studio existe, mais n'est plus un studio, est devenu une société de services aux entreprises fondamentalement, abandonnant complètement et son ethos et ses pratiques de production. Alors, pour conclure très rapidement, on est très au courant que l'étude de The Seed Crew est l'étude d'une entreprise particulière avec un collectif très particulier. Cependant, ça met en lumière des fonctionnements qui sont partagés dans l'industrie vidéoludique face à des situations de crise financière. Notamment, on a vu des tentatives de se démarquer dans un marché saturé, le recours à des financements variés de l'État, de la créativité, pas seulement dans le design des produits, mais dans la collecte de fonds, qui vient notamment du fait que c'est la préoccupation de tout le monde dans le studio, une négociation des temporalités des différentes sources de financement, une stratégie de diversification des marchés, la modification des jeux créés, leur design, leur ampleur, mais aussi des processus créatifs avec une accélération des temporalités, une réutilisation des assets, une création de suites, une utilisation d'outils préfaits, etc. Et finalement, des adaptations créatives individuelles et collectives. Tout ça, c'est quelque chose qui est spécifique à The Seed Crew, mais qui est aussi mis en valeur dans les recherches sur l'industrie du jeu vidéo, et notamment l'industrie du jeu vidéo au Québec, comme ces recherches le montrent. En fait, outre les enjeux analytiques, ce qu'on aimerait que vous reteniez de notre présentation, c'est l'aspect affectif de l'expérience. C'est-à-dire que bien sûr que notre récit montre une précarité toujours renouvelée, des stratégies d'adaptation diverses, une création entre désir d'autonomie et réalité pragmatique et finalement un ethos professionnel de la résilience. Mais avant tout, ce qu'on aimerait que vous reteniez, c'est que vous ayez à cœur, quand vous faites de la recherche sur les conditions de travail dans l'industrie du jeu vidéo, les conditions émotionnelles de cette création en temps de crise. Parce que, comme l'écrit Sarah Ahmed, la théorie accomplit d'autant plus qu'elle va nous coller à la peau. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup là, pour la super présentation. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Oui, Loïc. Vous rapprochez ou parlez fort. Est-ce que vous m'entendez? Non. Merci beaucoup pour la présentation. Là, vous m'entendez? Oui, OK. Je me posais des questions concernant le travail invisible. C'est toujours difficile à étudier dans un contexte de studio, particulièrement dans une approche autoréflexive. Je me demandais, c'est ça, j'imagine. Je vois hocher la tête idée.
Vas-y, je te laisse commencer. Alors, je suis en train d'essayer de me rappeler parce que je viens de faire tout un boulot sur la question du travail invisible lié aux infrastructures. Et moi, du coup, c'est la première chose qui me vient en tête, c'est que tout le monde travaille avec des outils différents. En plus, en général, dans ce studio, les pôles, c'est littéralement une personne. La DA, c'est une personne. Les devs, ils étaient deux. La personne qui s'occupait de la compta était toute seule. Et donc, il y avait un travail permanent de traduction des choses, d'une infrastructure à l'autre, d'une base de données à l'autre, d'un logiciel à l'autre. Et pour moi, ça, c'était un travail invisible qui était d'autant plus invisible pour moi que j'étais à distance la plus grande partie du temps, mais qui me paraît quelque chose de difficile à attraper en termes d'ethnographie. Alors évidemment, il y a des travaux sur l'ethnographie de l'infrastructure, mais aller chercher ces traces, ça me paraîtrait un super complément parce que je soupçonne qu'il y a des crises de traduction permanente. Du fait que, par exemple, quand on part en colloque, en fait, il faut passer par tout le logiciel de paix qui était géré par une personne, mais que quand il fallait payer pour des histoires de je sais plus si on travaillait avec Unreal ou pas parce qu'on a changé au milieu de tout. Hélène, c'est mieux que moi. Mais en gros, il fallait constamment choisir les outils sur lesquels on travaillait. Sur certains, il fallait acheter des licences. Sur certains, c'était pas la peine. Et puis, il fallait que ce soit sur les PC de tout le monde. Et donc, il y avait aussi une dimension matérielle. Donc, moi, je pense vraiment à ce travail de coordination et qui, pour le coup, était lui aussi très diffus. Donc, sans doute particulièrement invisible. Et je soupçonne parfois fait plusieurs fois par des personnes différentes. Oui, je rejoins complètement ce que Gabrielle nous disait. En fait, une des limites en fait de notre travail, c'est que en étant les mains dedans, et puis même en essayant de garder le plus de traces possible, on a enregistré les réunions, on a des comptes rendus très détaillés, etc. En fait, du coup, les entre-deux des tâches ne paraissent pas. Et contrairement à un travail de recherche-création en autonomie ou alors mené dans un cadre plus universitaire où vraiment on essaie de noter comme ça tous les petits travaux, les petits changements, etc. Effectivement, dans le bazar et le mouvement constant et le chaos du travail en studio, c'est vraiment quelque chose qui échappe, mais qui revient simplement dans les moments réflexifs et dans les entretiens qu'on a pu avoir avec nos anciens et anciennes collègues, je pense, où quelquefois on nous rappelait, oui, mais tu te souviens, on a pris cette décision-là parce que petite chose, voilà. Merci vraiment beaucoup pour cette réponse. Oui, merci. Grégory. Moi, j'avais une question par rapport à la cohésion de studio que je trouve vraiment impressionnante parce que j'ai oublié vraiment je disais. Et vous avez dit, ce que le jeu vous avez fait à la fin, mais vraiment grand chose à voir avec ce que vous faisiez au début. Et je trouve ça impressionnant que vous ayez réussi à garder une équipe soudée du début à la fin, alors que, comme ça a été dit à un moment dans la présentation, déjà, dès le début, genre, deuxième tiers, là, il y avait des gens qui sentaient que ce que vous faisiez, ça correspondait plus à leur valeur de création, parce qu'ils voulaient apporter. Et j'ai l'impression qu'ils sont quand même restés grands ou, quel est votre ressenti là-dessus? Là, Hélène, je vais peut-être, parce que toi, tu es là depuis le début. Donc, je pense que j'aurais un truc à rajouter après, parce que j'ai un dada, mais je pense que c'est mieux si c'est toi qui parle. Je sais pas à quel point c'est spécifique à cette entreprise-là ou pas, mais je pense que ce que Gabriel soulignait sur le fait de créer ensemble et de prendre les décisions ensemble a fait cette cohérence d'équipe-là. Parce que, par exemple, la bascule du jeu sérieux au jeu grand public, c'est quelque chose qui a été vraiment discuté collectivement autour de la table. Bon, on en a marre, on n'en peut plus de recover, il faut qu'on avance parce que sinon, on va s'épuiser créativement. Qu'est-ce qu'on fait? Et vraiment, il y a eu énormément de travail dans le studio, justement pour que tout le monde ait une place et un espace de parole. Et c'était vrai jusqu'aux personnes qui venaient en stage, en alternance, de manière très ponctuelle, même 2 semaines. La parole et l'opinion de ces personnes-là étaient prises en compte.
Et je pense que, je ne sais pas si c'est particulier à l'entreprise, mais en tout cas, cette forme de management-là a créé le fait que l'équipe ait été restée cohérente presque jusqu'à la fin. Je vais dire ça comme ça. Merci beaucoup. Oui, parce que pour le coup, il y a un moment où cette cohésion, elle a, c'est pas qu'elle s'est délitée, mais disons qu'il y a eu un mur. Et alors, je reviens sur mon histoire du jeu porno, mais en fait, ça a été un moment où il y a des gens qui ont quitté la salle pendant les discussions. Ça a été un moment où le collectif a dit, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec l'idée, donc c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas et on ne va pas le faire. Donc c'est une cohésion qui joue aussi sur des refus créatifs parfois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Sinon, j'étais un peu curieux de savoir, en fait, comment ça se négociait justement avec comment tout ce qui est aller chercher de l'argent avec l'État, essayer de négocier aussi avec des gens pour lesquels vous voulez faire justement ce type de projet-là. Comment ça fonctionnait? Alors, ouais, là aussi, je pense qu'Hélène, c'est toi qui as beaucoup négocié avec beaucoup d'instances étatiques. Donc, je pense que je répondrai un petit peu à côté. Est-ce que tu te sens ou est-ce que tu veux que j'y aille? En fait, je pense que comme le fait que chacun et chacune, on ait une voix dans le studio, ce qui a marqué aussi nos décisions collectives, c'est le fait de se dire on négocie et on négocie notamment avec nous-mêmes jusqu'à un certain point. Par exemple, le petit jeu que vous pouvez tester, Alix et Yanis, répond à un projet sur la sensibilisation au handicap. Mais dans l'appel à projet qu'on a fourni, on a fourni un projet qui proposait une conscientisation au validisme. Et en fait, pour nous, ça a été super important de se dire, bon, d'accord, on sait que tous les acteurs et actrices qui vont s'emparer du jeu ne sont pas forcément à l'aise avec la notion de validisme. Cependant, elle va être prise en compte dans les intentions de design, elle va être affichée dans le projet et puis elle va être expliquée dans les documents d'accompagnement du jeu. Et si les personnes qui récupèrent le jeu et s'en servent ne l'utilisent pas après, c'est leur liberté parce qu'on est très sensible à ça. Mais nous, notre degré de non-négociation, c'est qu'au moins on est clair avec nous-mêmes sur le fait que ce soit nos intentions. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup marqué aussi notre travail collectif. Merci. Sinon, justement, au niveau affectif, j'imagine que c'est assez complexe. Là. Vous travaillez ensemble encore tous les deux. Est-ce que j'imagine que à ce niveau-là, c'est pas super. Mais sinon, comment justement négocier comme le studio, qui est l'entité dans le fond qui chapeaute tout le monde. Puis ben, je pense aussi là, comme on est tous à l'université, là, donc on est tous investis là, dans des institutions différentes, puis on se demande bon à quel point justement je m'investis dans ce projet-là par rapport à ben, qu'est-ce que moi, dans le fond, je peux apporter. Moi, j'ai l'impression que ma question est vraiment diffuse, je suis désolé. Mais ouais, je sais pas si vous avez une réflexion par rapport à ça. Est-ce que ça va si j'y vais, Hélène? Ah, mais ça, c'est une question que j'adore parce qu'il y a plein de trucs, en fait, qui sont cachés dedans. Déjà, il y a une chose, c'est qu'on s'est retrouvés, Hélène et moi, en compétition sur le même poste, en fait, puisqu'il ne pouvait en rester qu'une. Voilà. On a fait les Hunger Games des chercheuses du studio. On était deux. Mais en fait, on s'est battus pas pour rester, mais c'était à celle des deux qui se sacrifierait pour rester. Parce que les conditions étaient devenues tellement dures pour le travail que Hélène a pris sur elle de rester pour me laisser partir, parce que le système de rupture conventionnelle demandait quand même que l'entreprise ait un peu de fonds, donc il ne pouvait pas virer tout le monde en même temps. Donc, il y a des dimensions émotionnelles qui jouent de manière paradoxale aussi dans ce sens-là. Pour ce qui est de l'inscription institutionnelle, ça, c'est la raison pour laquelle on n'est pas avec vous et ça nous fend le cœur, pour plein de raisons. Mais avant, en fait, le grand avantage du studio, c'est que les dépenses de colloque étaient considérées comme des dépenses de recherche, donc remboursées par l'État. Donc, on pouvait, tout en ayant des inscriptions techniquement dans des laboratoires dans lesquels on ne met jamais les pieds,
travailler pour le studio et vraiment intégrer à cette industrie-là. Et puis, et après j'arrête là, mais c'est une anecdote que j'adore. Donc en ce moment en France, c'est la période des auditions de maîtres et maîtresses de conférences. Donc pour avoir des postes moins précaires à l'université, disons, on a des oraux. Et donc moi j'étais auditionnée sur un poste des industries culturelles où on m'a reproché longuement d'avoir fait partie des industries culturelles. Parce qu'à un moment, il faut avoir une loyauté, soit c'est le monde académique, soit c'est le monde industriel. Et on se retrouve comme ça dans des positions extrêmement étranges où on doit choisir et on ne veut pas choisir. Et il y a des dizaines d'exemples en fait de ce que cette position intermédiaire fait. Et en fait, Hélène est beaucoup plus compétente que moi pour répondre parce que la recherche-création a l'air d'avoir pas mal d'expérience et de réflexivité aussi sur ce genre de positionnement. Qu'en sociologie française, on n'a pas du tout, hein, disons-le. En fait, peut-être que je peux rebondir et que ça va parler à beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment où on s'investit dans les projets, peut-être un tout petit peu moins pour les projets et un tout petit peu plus pour les personnes avec qui on travaille. Je pense que c'est quelque chose qui est très partagé par les personnes qui travaillent à l'université. Et en fait, c'est ce qui se passe pour les membres du studio, pour les anciens membres du studio, parce qu'il y a des petits projets créatifs qui continuent, parce que quand même on fait des petites choses ensemble. Et puis Gabriel et moi faisons encore le tour des colloques comme on peut, par exemple. Merci beaucoup pour vos réponses généreuses, puis merci beaucoup pour votre présentation. Donc,